Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode de Dont on parle à Taïwan. Vous êtes en compagnie de Valentin Floquet. Lisa Dufaux. Et de Meg Wang. Alors cette semaine on a quelques thèmes. De quoi vous voulez parler ? Alors de mon côté, je vais vous parler d'un cas ou de plusieurs cas plutôt désolants de trafic illégal pour les transplantations d'organes à travers le détroit de Taïwan. Okay. D'accord. Moi, je vais vous parler d'une exposition consacrée aux marionnettes à Guen à Yunlin. Ok, et de mon côté, je vais vous parler d'un parc aquatique qui s'installe juste en face du musée, de l'antenne sud du musée du Palais à Tiaï. D'accord. Voilà. J'avais vu ce titre et j'ai vu le musée national du Palais. Je me suis dit, mais où près du musée national du Palais, on pouvait avoir un parc aquatique et finalement, c'est plus à Tiaï qu'à Taipei en fait. Oui, voilà. Oui, à Taïwan, à Taipei, oui. Là, c'est l'antenne sud, hein, c'est en face vraiment. Par contre, j'ai vu sur le plan, c'est juste en face. Voilà. Okay. Et donc, on va peut-être commencer par traiter du sujet peut-être le plus lourd et le plus difficile à comprendre. Alors, c'est un peu plus complexe. Là, il s'agit d'un cas d'un médecin qui a violé clairement la loi sur les greffes d'organes pour les humains. Cette loi a été amendée en 2015. Depuis, il est clairement défini et pénalisé tout commerce en lien avec les organes et aussi les intermédiaires qui travaillent dans ce domaine ne peuvent pas être rémunérés. Voilà. Donc ça, c'est depuis 2015, la loi prévue, c'est dans ce sens. En tout cas, ils ne peuvent pas faire de profit. Non, il ne peut pas faire de profit. Et justement, le cas qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un médecin très célèbre à Taïwan dans la greffe de foie. Durant sa carrière de 20 ans, il a réussi plus de 700 cas. Il est souvent considéré comme l'espoir des patients en fait, qui souffrent de problèmes de foie. Et ce qu'il a fait, c'est qu'à travers les échanges interdétroits, il a fait connaissance des établissements médicaux chinois et des médecins chinois. Et depuis, il s'est rendu compte qu'il était possible de faire des profits à travers un réseau de greffe d'organes. C'est-à-dire, de son côté, il envoie des patients à Taïwan qui attendent de manière désespérément une greffe d'organes, un don d'organes, en sachant que tout doit passer par un système de bénévoles, en fait, de bénévoles ou de dons, en fait, à Taïwan. Et du coup, il a établi un réseau avec les intermédiaires, les infirmières, du côté taïwanais et du côté chinois. Donc, entre 2016 et 2019, il a réussi à envoyer 9 patients en Chine dans les 2 établissements médicaux avec qui il coopère. Et selon les différents besoins, pour une greffe de foie, il pouvait se faire payer entre 5 millions à 7,5 millions de dollars taïwanais, c'est-à-dire entre 144 000 et 217 000 euros. Ça, c'est pour le foie. Et pour les reins, c'est entre 86 000 à 101 000 euros. Donc, ça, c'est déboursé directement par le patient ou la famille des patients. Et cela comprend donc les frais d'avion, les frais d'hébergement et aussi le frais d'achat d'organes et aussi les paiements pour les médecins, les intermédiaires, les personnes qui assurent la sécurité, des gardes entre guillemets des patients et aussi les infirmières. Et tout cela, les procureurs ont découvert qu'en 3 ans, le médecin a reçu plus de 423 000 euros de bénéfices. Et les personnes, les intermédiaires, ils ont des bénéfices entre 40 et 24 000 euros à peu près. Donc les intermédiaires gagnaient moins. Et du coup, il y a eu une première condamnation en juillet 2024. Et là, le médecin, qui a reconnu ses torts, et qui a déclaré qu'il voulait rendre tous les gains illégaux, en fait tous les profits illégaux, a été condamné à 2 ans de prison seulement, avec 5 ans de sursis, parce que le tribunal a jugé qu'il a reconnu ses torts, il a rendu ses gains. Voilà, et du coup les procureurs ont porté plainte en estimant que le fait de passer par un réseau pour envoyer depuis si longtemps les patients en Chine était vraiment pas quelque chose de tolérable, mais
en appel, le tribunal a maintenu le jugement. Et les procureurs ont décidé d'abandonner le dossier. Et ce qui fait que récemment, le ministère de la Santé a décidé de révoquer le droit d'exercice de ce médecin, parce qu'entre-temps, le médecin a continué d'exercer. Parce qu'il était il a bénéficié d'un sursis, donc du coup, il a changé d'hôpital à Taïwan. Et ce qui fait qu'il a continué à exercer. Et du coup, le ministère de la Justice a estimé de la Santé, que sur le plan éthique, ça ne pouvait pas passer. Alors, donc on disait qu'entre 2016 et 2019, il y a 9 cas de personnes, dont 6 personnes sont mortes en 5 ans. Alors qu'à Taïwan, pour une transplantation du foie, la survie de 5 ans et atteint quasiment les 80%. Donc on sait qu'il y a des problèmes dans ce genre de pratique, d'autant plus qu'on ne sait jamais l'origine d'organes que les patients obtiennent en Chine. Il y a eu un cas, parce qu'on a commencé à les entendre lors des procès, il y a eu un cas, c'est le monsieur malade, une fois arrivé en Chine, ne pouvait pas avoir l'organe, soi-disant qu'il a acheté à l'origine. Il ne pouvait avoir le foie d'un enfant, alors que c'est un adulte assez âgé. Et en plus, s'il voulait avoir ce foie d'enfant, il devait payer 133 000 € de plus pour l'obtenir. Et ce qui fait en étant déjà sur place, en étant déjà à la fin de sa vie, il a décidé de payer. Mais très vite, une fois retourné à Taïwan, problème de rejet d'organes, et il était mort quasiment juste après. Donc c'est pour dire qu'il n'y a pas seulement une question de profit, c'est aussi une question de source qui est absolument inconnue en fait, d'organes, et que le patient est absolument dans une situation inégale, dans le sens où il est désespéré, et il n'a que le moyen de payer ou de revenir à Taïwan sans rien en fait. Et on parle de 9 cas entre 2016 et 2019 parce que c'est le début des enquêtes, et c'est parce que seulement 2015, Taïwan a amendé la loi en sanctionnant sur le niveau pénal le trafic, ce genre de pratique en fait. Donc avant cela, on ne pouvait pas vraiment justifier, mais le procureur a dit que d'après ce qu'il a enquêté, il y a au moins entre 30 et 40 cas de patients envoyés à Chine. Le médecin s'engage à faire d'opérations de transplantation lui-même, mais des fois, c'était même pas lui. On ne sait pas si c'était fait par quel genre de personne. Et du coup, cela a suscité une déception au sein de la société taïwanaise lorsqu'on a entendu le jugement à l'encontre du médecin, dans le sens où on sait qu'à Taïwan, on peine vraiment à mettre en place un système de don d'organes. Et c'est peut-être lié à une croyance plus traditionnelle. On estime qu'il faut conserver le corps en entier et qu'on n'est pas vraiment prêt à faire des dons d'organes, et que beaucoup de personnes travaillent dans ce sens pour que ce système puisse marcher, et qu'en tout cas, de toute façon, ça ne pouvait pas rentrer dans un système lucratif. Et c'est pour cela que le ministère de la Santé a décidé d'intervenir en organisant une commission d'évaluation, et tous les membres qui étaient présents n'étaient pas pour la révocation de droit d'exercice de ce médecin. Certains estiment que, étant donné que c'est un médecin qui est tellement doué, il devrait pouvoir continuer à soigner des patients, parce que c'est aussi un droit des patients d'être soignés. Mais au final, la majorité était quand même pour la révocation du droit d'exercice de ce médecin. Voilà. Donc, la question, c'est que entre le besoin de survie d'un patient et l'éthique de la transplantation, au risque de vie, en fait, c'est vraiment très difficile à déterminer, et à comment mettre en place un vrai système qui fonctionne de don d'organes, en fait. Oui, tout à fait. C'était pas un sujet drôle, je suis désolée. Ouais. Non, mais c'était très intéressant aussi de voir un peu cette facette bon, après, je pense que c'est un cas assez exceptionnel. C'est pas des affaires qu'on voit dans beaucoup d'histoires de transplantation d'organes ou de greffe d'organes à Taïwan.
Mais les jugements des deux instances du tribunal étaient assez entre guillemets, inattendus aussi, en fait, dans le mauvais sens pour les Taïwanais aussi. Moi, je vais vous parler d'un sujet un peu plus joyeux. Alors, il s'agit d'une exposition, de l'exposition permanente du musée des marionnettes à gaines de Yunlin, dans le centre-ouest de Taïwan. Donc, je voulais le visiter depuis un moment et comme je suis passée par Yunlin, je suis allée voir. C'est dans un très beau bâtiment du début des années 30, pendant la période japonaise. Et c'est une exposition qui est de taille assez modeste, mais qui a un contenu assez intéressant, notamment sur l'histoire des marionnettes à gaines à Taïwan, au niveau national, mais aussi au niveau local, dans la région de Yunlin, qui apparemment est un des berceaux de cet art. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de visiter ce musée. Si. Oui. Il y a longtemps. Il y a la famille Huang, en fait, qui gère Pili, en fait, la grande marionnette qui est originaire là-bas, en fait. J'ai visité il y a très très longtemps, je ne m'en souviens quasiment plus, en fait. Alors, l'exposition remonte justement à la naissance de plusieurs figures importantes de cet art à Yunlin. Forcément, ils ont un peu mis l'accent sur Yunlin. Donc, il y a un certain Huang Ma, c'est ça, en 1863, qui est né dans la commune de Tuku à Yunlin. C'était un vendeur de rue qui faisait des petits shows de marionnettes pour attirer les clients, avant de fonder une troupe qui est ensuite devenue un véritable empire familial. Ouais. Il y a d'autres figures artistiques locales telles que Huang Haitai, qui est une autre légende des marionnettes à gaines, née en 1901. De la même famille, je suppose. Oui, c'est son fils, je crois, et il est décédé en 2007, qui a fondé l'école Wuzhou Yuan en 1929 et qui demeure aujourd'hui la plus grande école de marionnettes à Taïwan. Et ce sont au total plus de 200 troupes qui ont été influencées par cet enseignement dans tout le pays. Alors justement, à propos de ce grand maître Huang Haitai, j'avais eu l'occasion de le rencontrer quelques années peu avant son décès et j'avais pu enregistrer un morceau de ses chants en fait en faisant une démonstration de marionnettes et je propose aux auditeurs d'écouter petit extrait. 两相转，在下老高如要地问老地问，我做皇帝的，今仔咧做比赛人，要回国，要过国过，要长保里边，要国过，要去听今仔出来就三流唱艺术。 Et là, il faisait une démonstration d'un rôle masculin, en fait, d'une pièce. Oui. Super. Alors, l'exposition s'intéresse aussi à la perception de cet art populaire par les différents gouvernements successifs, d'abord pendant la période japonaise, puisque le gouvernement japonais a interdit l'opéra traditionnel taïwanais en interdisant les percussions de tambour en 1937, avant de contrôler de plus en plus drastiquement les spectacles donnés en plein air, ce qui a forcé de nombreux artistes à changer de carrière ou à prendre leur retraite. Alors, dans un autre effort de contrôler les arts de la scène, le gouvernement a établi en 1941 une association qui comprenait une commission sur le divertissement et qui devait surveiller les représentations théâtrales afin de japoniser l'opéra traditionnel taïwanais. Donc, on comprend que c'est à cette période que le gouvernement japonais s'est rendu compte que plutôt que d'interdire simplement ces marionnettes à gaines, cet art pouvait aussi être mis au service de la politique japonaise dite de Kominka, qui signifie littéralement transformer les gens en sujets de l'empereur, et qui a été menée de 1937 à 1945. L'apogée de ce mouvement dans le secteur des marionnettes, c'est peut-être l'établissement en 1942 d'une association du théâtre de Taïwan par le gouvernement lui-même, qui autorisa enfin officiellement 7 troupes taïwanaises à donner des spectacles dans des théâtres, mais à condition d'utiliser la langue japonaise et de jouer des histoires japonaises. Donc on a des marionnettes qui sont vêtues de kimono à cette période-là. Et il est ensuite expliqué qu'après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un renouveau des activités des temples à Taïwan et aussi des troupes de théâtre et de marionnettes traditionnelles. Mais le régime nationaliste a à son tour imposé des restrictions, notamment après le massacre du 28 février 1947, où les spectacles de rue étaient interdits pendant 1 an, ce qui a aussi poussé de nombreux artistes à changer de métier de nouveau ou encore à organiser des spectacles en intérieur, ce qui était permis donc dans des théâtres.
Et ensuite, en 1949, avec l'imposition de la loi martiale, les spectacles de rue ont de nouveau été interdits et ceux organisés dans les théâtres pouvaient jouer, mais avant chaque représentation, il fallait qu'il y ait une demi-heure de spectacle sur le thème de la lutte anticommuniste et anti-Russie. Alors je me suis demandé si les gens venaient en retard, 30 minutes en retard pour les spectacles, mais c'était pas précisé dans l'exposition. Ils devaient rattraper. Ensuite, dans les années 50, une adaptation du roman historique Les Trois Royaumes a été enregistrée et diffusée à la radio, ce qui peut sembler contre-intuitif parce que les marionnettes à Gaines, ça semble pas très radiophonique, mais pourtant cette adaptation a rencontré un grand succès et a lancé une mode. Et ensuite, les marionnettes sont arrivées à la télévision avec une adaptation des Pérégrinations vers l'Ouest, donc toujours des histoires anciennes, peut-être sans doute pour éviter de froisser les autorités. Et les marionnettes à la télé ont continué à avoir un grand succès dans les années 60, 70, avec par exemple une série qui était intitulée « La légende des 3 héros des 6 harmonies », mais aussi dans les années 80 et 90, où les marionnettes arrivent aussi sur les jeux d'ordinateur en 1997, ou sur la télévision câblée en 1995. Alors je me demandais, Meg, si toi tu avais regardé des séries de marionnettes quand tu étais petite. Pas moi, parce que j'avais pas vraiment droit à regarder la télévision chez moi. Mais je sais que beaucoup de personnes de mon âge avaient grandi avec les marionnettes à la télé. D'accord. Oui. Et ensuite, les années 2000 ont été celles de la reconnaissance des légendes vivantes des marionnettes à Gaines, avec le prix national des arts qui a été remis à Xu Wang en 2001 ou à Huang Haitai en 2002, ou encore le Golden Bell Award pour le meilleur réalisateur de drama à Wang Jiaxiang pour la série Le Trône des 9 Dragons, qui était produit par le fameux studio Great Pili Program Production, Ta Pili Jemu. Et Pili, ça vient de la famille Huang aussi, en fait, de Yunlin. Et c'est aussi dans les années 2000 qu'on a des films de marionnettes au cinéma. Et encore aujourd'hui, cet art reste très présent dans les médias taïwanais, même s'il y a une forte concurrence avec la mondialisation, la croissance de l'offre des contenus et des divertissements. Donc un peu moins à la mode, mais quand même. Et l'exposition ne s'arrête pas à l'histoire des marionnettes, elle explore aussi les croyances religieuses liées à cet art. Donc on apprend par exemple que les troupes de théâtre taïwanaises prennent souvent comme divinité tutélaire Tiando Yuanshui, qui est une divinité majeure du taoïsme chinois, principalement vénérée comme le saint patron de la musique, du théâtre et notamment du théâtre de marionnettes et des arts du spectacle en général. Et l'autre divinité majeure pour les marionnettistes, c'est Xi Qing Wang Ye, qui est vénéré comme le saint patron des arts du spectacle, de la musique Beiguan et des troupes de théâtre. Il est aussi associé à la culture Hakka et aux troupes d'opéra traditionnelles. L'exposition présente aussi après les rôles traditionnels dans les marionnettes taïwanaises et s'intéresse à l'évolution des styles de musique en expliquant comment le théâtre de marionnettes à Taïwan a peu à peu délaissé la musique Nanguan pour utiliser presque exclusivement de la musique Beiguan qu'on entend surtout dans les temples aujourd'hui comme accompagnement sonore des spectacles. Et en plus de l'exposition, le musée a aussi une boutique de souvenirs traditionnels et d'artisanat avec des marionnettes bien sûr, et des spectacles et des ateliers DIY. Donc si vous avez l'occasion de passer à Yunlin, n'hésitez pas à aller faire un tour dans ce très beau musée. Ouais, c'est un peu dommage qu'il manque pour moi une petite partie, je pense maintenant, c'est un peu comment l'art survit actuellement à travers peut-être les réseaux sociaux, etc. Ça aurait pu faire une nouvelle partie d'exposition sur laquelle il pourrait travailler à l'avenir. Et, c'est vrai que ça parlait pas tellement des 15 dernières années. Ça revenait plutôt sur l'histoire. Voilà. Donc merci beaucoup pour cette présentation. Pour aller pas loin de Yunlin, on peut aller à Chiayi en fait, juste à côté. C'est ça. Donc cette semaine, j'ai vu qu'il y avait l'inauguration d'un nouveau parc aquatique à Taïwan. Il faut dire que c'est pas forcément une grande tendance, les parcs aquatiques. Il y a eu quand même une grosse baisse au niveau des parcs aquatiques avec beaucoup de fermetures ces dernières années, surtout fin des années 90, début des années 2000, pour plein de raisons. C'était des grosses exploitations, ça utilisait beaucoup d'eau. On sait que l'eau, c'est parfois compliqué à avoir. Il y a aussi le parc à Bali, en fait. Voilà. Mais là, c'est un parc aquatique, c'est pas un aquarium, c'est un parc aquatique avec des spectacles et tout. Voilà. Pas le spectacle. C'est avec les toboggans, ce genre de choses, en fait. Ah, d'accord. Un parc aquatique de loisirs.
Vraiment pour. D'accord, pour pas l'amusement. où il y a des spectacles d'animaux. Non. Ok. Non. Et donc, c'est vraiment le toboggan, comme tu disais, mais celui-là, il est un peu particulier parce qu'il a une particularité qui n'a pas encore vraiment d'équivalent à Taïwan, puisque c'est un parc qui offre 3 bassins d'entraînement au surf. Oh. Donc, c'est des petits bassins artificiels qui prennent pas autant d'eau que les grandes piscines à vagues, qui étaient vraiment très populaires à l'époque des années 90-2000. Et donc, ça peut vraiment s'entraîner à surfer sur des petits bassins au final, puisque c'est des choses qui font à peu près 10 mètres carrés en place. Et en fait, c'est des énormes turbines qui envoient l'eau très fort, et c'est un cycle qui se renouvelle. Ouais, j'ai déjà sur des vu. pentes. C'est impressionnant. J'ai toujours voulu essayer. Ben voilà, là, il y en a 3. Je me dis, il y a moins besoin de nager que quand on va à la mer. Voilà, tout à fait. Parce que c'est vraiment très fatigant. Il n'y a pas besoin d'attendre la vague ni rien, mais pour travailler l'équilibre et tout ça, pour les premières expériences. Pour les de vagues, entraînements surtout, en fait, pour pouvoir c'est aller vraiment très en intéressant. mer. Et donc, ce parc est assez moderne dans sa façon de penser, puisqu'il y a quand même une énorme partie repos, comment dire, un peu farniente, pour dire ça comme ça, avec des îlots, des grands parasols sur lesquels on peut s'étendre, se relaxer, boire un cocktail. Il y a ce qu'on appelle des îlots incorporés dedans, en fait, dans la piscine. Ok. Parce qu'il y a un grand bassin, quand même, une piscine normale. Et dans la piscine, en fait, vous avez des îlots où vous pouvez être assis avec une table, où vous pouvez boire et discuter tranquillement. Donc c'est beaucoup plus... Mais comment les cocktails arrivent sur l'île, du coup? C'est des îlots. Après qu'on les ait commandés au bar. C'est des presqu'îles. Ça arrive par surf. C'est vraiment C'est des incorporé. presqu'îles. Voilà, ok. c'est à niveau de piscine, on va dire. La table Ok. est au niveau de la piscine et en fait, c'est un trou creusé dans la piscine dans lequel on peut avoir les pieds dans l'eau et être assis tranquillement sur des vrais fauteuils. Du coup, ma Ok. question, c'est que l'entrée doit être suffisamment chère. Voilà, par rapport à ce qui se fait en offre de parc de loisirs, c'est pas forcément beaucoup plus cher. On est aux alentours de 700 ou 800 $ taïwanais Pour une journée. pour une journée. Donc, pour une famille à C'est 4, énorme. Ah oui, c'est énorme. c'est plus de 3000, c'est énorme. Ah, je suis surprise. Quand je vois ce genre d'aménagement et ce genre d'offres, j'imagine Wow. que ça Sachant- peut pas être donné. Sachant qu'il y a les consommations en plus à payer, etc. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pensé. En général, les parcs aquatiques, c'est quand même. Les parents s'embêtent un petit peu. Là, dans ce cadre-là, c'est quand même aménagé pour que quand les parents se prélassent, ils arrivent à avoir une vision sur toutes les parties où les enfants jouent le plus. Donc, Ah, c'est sûr que s'il y a des cocktails, c'est plus les parents sont plus intéressés. Ils sont peut-être prêts à payer un peu plus pour ça. Voilà, donc c'est un petit peu cette configuration avec quand même beaucoup moins d'eau sur l'ensemble du parc, qui est quand même un peu une révolution dans la façon de penser les parcs aquatiques à Taïwan. Sachant que, comme je disais, en fait, en 2015, en fait, il y a un énorme drame qui a vraiment plongé tout le monde du parc aquatique sur l'ensemble de l'île, avec ce drame donc du parc Formosa Fun Coast, qui était dans le Nouveau Taipei, dans lequel en fait il y a eu une explosion de poudre colorée qui a fait donc lors d'un concert en fait. lors d'un concert qui a fait presque 500 personnes blessées, Oui. dont presque la moitié, on va dire ça, ont été brûlées à plus de 40% de la surface de leur corps. Oui. Et il y a eu aussi 15 morts. Donc ça vraiment, ça a un peu jeté un froid sur tous ceux qui voulaient faire peut-être des parcs après. Donc il y a eu quand même un énorme vide. Il n'y a pas eu vraiment de parc aquatique, en tout cas de très gros. Déjà, était c'était ouvert. le plus grand de Taïwan. Mm. Et depuis cet accident, le parc, je ne sais pas si vous êtes passé devant depuis, s'est laissé à l'abandon. Mhm. Et du coup, la végétation a repris ses droits. Et c'est assez étrange comme scène, vision. En fait, du coup, c'est la verdure qui enrobe tous les toboggans, toutes les infrastructures qui étaient sur place. Du coup, ça crée une espèce de... je sais pas, ça fait un peu surnaturel, en fait. Il était placé où exactement, ce parc? À Bali. À Bali. Mm. Ok. J'arrive pas à le situer. Moi non plus. Ouais. Pourtant, Parce j'y que vais souvent à Bali, perso, mais... Oui, c'est plus à l'intérieur, derrière, en fait. Ok. Mm. Ok. J'irai voir un jour. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup, pour faire, comme on dit dans le monde de la création de contenu, de l'urbex, voilà, à faire un petit voyage pour voir à quoi ça ressemble. C'est pas le seul parc abandonné à Taïwan, parc de loisirs. Mais bon, voilà. Donc ça fait vraiment marquer toute une époque, la fin toute une époque des parcs aquatiques à Taïwan, parce que c'était quand même très populaire. Et
Alors maintenant, donc dans ce nouveau mode, peut-être qu'ils vont cette nouvelle façon de faire des parcs aquatiques va rendre les activités aquatiques populaires peut-être. à Taïwan. En tout cas, on saura qu'il était vraiment déconseillé de faire une soirée avec des poudres colorantes dans une piscine vidée. Oui, tout à fait. Ah, elle était vide, j'avais pas suivi ça. C'était une piscine vidée. C'est pour ça que les gens s'étaient moitié enfermés dans un espace carré, en fait. Oh, ouais, ok. Donc, bah, oui. Donc, bah, là, ça serait possible dans cette nouvelle configuration de parc, de celui donc, qui s'appelle le Flow Surfing Park, puisque c'est quand même l'attraction principale, les pistes de surf, les installations de surf. S'il y en a 4, 3. Il y en a 3. 3 Ils sont tous de même taille? Oui, c'est vraiment 3 fois l'identique, mais c'est pour gérer, je pense... il doit y avoir la queue. Il doit y avoir la queue, et puis bon, c'est aussi un modèle économique un peu différent d'un parc, puisque pour monter sur cette partie-là, il y a des cours, il y a des choses comme ça qui sont organisées, donc c'est un autre tarif. Il faut payer en plus? Pour les cours, oui, parce que tu peux payer le prof, etc. Tu peux pas aller sur l'installation et essayer de faire du surf comme ça? Ça, je pense que c'est possible, mais juste pour un essai seul. D'accord. Sachant que normalement, il faut quand même un minimum de formation pour les premiers essais, parce que sinon, tu peux te faire mal. Parce que l'eau jetée de sécurité est très forte. Je sais qu'à Taipei, il y a une piscine qui propose des bassins pour le surf. Ça existe déjà, mais je suis jamais allée, mais... En général, c'est un truc un peu isolé, soit à part, soit juste à côté. Mais là, ça a été vraiment pensé autour de ça, le parc. Et du coup, avec tout ce que tu décris, j'ai l'impression que ce parc est vraiment cible les clientèles de tout âge. C'est ça. Donc des plus petits, aux familles en fait, et aussi aux jeunes qui sont attirés par les surfs. Oui. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, et bon, bien sûr, les sportifs, ceux qui veulent vraiment faire du surf à haut niveau pour s'entraîner peut-être à des figures ou d'autres choses, c'est quand même beaucoup plus pratique d'avoir une vague en permanence au final. Et puis, une autre information, c'est que c'est situé, alors je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est situé juste en face de l'antenne sud du musée du Palais. Donc, si on prend le toboggan et si par éjection, on peut aller dans le parc. Ou si on se perd dans le musée, à force d'errer dans le parc du musée, on peut se retrouver à surfer. Voilà. C'est un peu l'idée. Voilà, donc il y a pas mal je crois qu'il y a une dizaine quand même de pôles de différentes activités. C'est intéressant aussi dans le sens où à Taïwan, il n'y a pas autant de plages où il est possible de faire du surf. Parce que Taïwan, les côtes sont suffisamment rocheuses en fait. On peut rappeler que qu'outre l'antenne sud du musée du Palais, il y a aussi d'autres parcs dans le coin, notamment des activités avec des fermes à capybara, ce genre de choses, des trucs pour Instagram. Mais ça, j'ai l'impression qu'il y en a partout dans Taïwan maintenant. Voilà, vous pouvez approcher des alpagas ou ce genre de choses. Sinon, Chiayi est aussi célèbre pour le talon aiguille, la construction en verre de talon aiguille. Oui. Voilà, et il est vrai aussi donc que ce parc permet de donner des nouvelles activités aquatiques dans la région qui sont peut-être pas aussi importantes que sur les régions côtières, les autres régions côtières de Taïwan. En tout cas, ça devient une grande attraction touristique pour Chiayi, c'est sûr. Voilà. Tout concentré au même endroit. Voilà donc pour ce parc aquatique. Merci à tous de nous avoir écoutés. C'était Valentin Floquet. Meguin. Elisa Dufaux. Pour On en parle à Taïwan de cette semaine. Merci. Au revoir. Bye bye.